Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure que vous suiviez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interconnexion de VLAN distant avec OSPF. Voici notre topologie, qui est une topologie ancienne, linéaire topologie, ou topologie pointe à pointe en série. De ce fait, nous allons vous présenter les deux réseaux locaux. Ici, nous avons le LAN A avec le réseau de 192.168.0.0/24 et le LAN B avec 172.6.0.0/24. Nous avons ici trois routeurs. Le R1 relié avec le R2 qui est le fédérateur, suivi de R3. De ce fait, ce routeur de R2 qui est le fédérateur, il joue le rôle de routeur fédérateur. C'est-à-dire, il centralise les échanges entre les différents réseaux et assure le transit des informations de routage OSPF ainsi que les paquets de données entre les sites distants. Donc, rapidement, nous allons passer aux adressages IP. Là, vous verrez que nous avons le VLAN 10 avec le 10.10, 192.168.10.10 et default gateway, vous avez 10.1. Idem pour le VLAN 20, 20.10 et default gateway 20.1, n'est-ce pas? Et pour le LAN B, vous avez aussi le 10.10 gateway 10.1 pour le VLAN 10 du LAN B. Le VLAN 20 du LAN B, vous avez le 20.10 et 20.1. Donc rapidement, nous allons passer aux configurations de switch d'accès. En premier, nous allons essayer de configurer le switch d'accès de Goose qui est là, mais nous avons mis ça sur un bloc-notes afin de pouvoir copier-coller en vous expliquant exactement cette étape de commande exécutée. Là, pour le switch d'accès de gauche du LAN A enable config, là vous avez déclaration des VLAN, VLAN 10 comme nom IT, le VLAN 20 comme nom digital, et là vous avez l'affectation des VLAN au port. Et là, le VLAN 10 est affecté au port F0/1 en mode access, et le F02 affecté, le VLAN 20 affecté au port F02, n'est-ce pas? Et là, INT F024 switch pour mode trunk qui est l'activation du port trunk, n'est-ce pas? Relié avec le R1 de gauche, n'est-ce pas? CTRL A, CTRL C. Voilà. C'est bon. Tout est pris en compte, n'est-ce pas? C'est bon. Donc, on peut vérifier cette commande pour voir les VLAN sur VLAN. Brief, n'est-ce pas? Vous avez les deux VLAN qui sont là avec leur nom affecté à leur port, n'est-ce pas? Donc nous allons faire la même chose pour le switch de gauche. Là vous avez la déclaration des VLAN avec leur nom, VLAN 10 name service, le VLAN 20 name gestion, et la affectation des ports au VLAN, le port F01 VLAN 10, le F02 pour le VLAN 20 et le port trunk qui est le F024 relié au routeur R3, n'est-ce pas? Nous allons juste copier et coller. C'est bon, tout est pris en compte. Voilà. Attaquons les routeurs extrêmes pour leur configuration. Pour le routeur R1, vous avez activation du port ZIP 0
0/0. Et là, vous avez la configuration des VLAN avec l'utilisation de la méthode .1Q, n'est-ce pas? Là, vous avez le gateway du VLAN 10.1/24. Aussi, idem pour le VLAN 20 avec l'utilisation de la méthode .1Q, l'activation du port ZIC 0/0.20, n'est-ce pas? Son adresse c'est 20.1, le default gateway /24. Nous allons juste copier et coller. Paste. C'est bon. Faisons la même chose pour le R3. L'activation du port ZIC 0/0, n'est-ce pas? L'activation du port ZIC 0/0.10 en utilisant la méthode .1Q. Et idem pour le VLAN aussi, la même chose. L'activation de son propre port ZIC 0/0.20 avec la méthode .1Q. Comme de votre grille, vous avez 20.1, n'est-ce pas? CTRL A, CTRL C. Non. C'est bon. Avant de continuer, nous allons vérifier le port trunk, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien pris en compte? Parce qu'on ne pouvait pas vérifier le port trunk sans autant configurer le port qui est relié au routeur, raison pour laquelle, pour cette vérification, nous allons attendre jusqu'à faire la configuration du routeur. Sauf int trunk, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Le port trunk est bien pris en compte. Donc nous allons activer les différents liens de R1 à R2 qui est le fédérateur et de R3 à R2. Mais n'oubliez pas que le routeur R2 qui est le fédérateur sert de transiter l'information de R1 à R3 et de R3 à R1, ce qui veut dire que il y aura une communication entre les deux, les VLAN distants. Vous avez les adresses qui sont là avec le réseau de 10.0.12.0/30. Il va nous permettre une économie d'adresse IP et aussi il est très utilisé sur les liens point à point. Donc juste sur R1, nous avons int ZIC 0/1 IP@10.0.12.1, n'est-ce pas? R1/1/30 255.255.255.252, n'est-ce pas? Et non, c'est pour l'allumer. Voilà, donc c'est bon. Activer aussi pour le côté du fédérateur. Là, on est config. Voilà, donc on met int ZIC 0/2 IP@10.0.12.2/30 255.255.255.252. Entrée. No shop. Voilà. Et avant de continuer, nous allons activer aussi le port ZIC 00 relié au R3, n'est-ce pas? Donc on met int ZIC 0/0 IP@ de quoi 10.0.23.1, n'est-ce pas? 255.255.255.252. Voilà, et on met notre chat. C'est bon. Et là, pour le R3, nous allons faire la même chose comme nous l'avons fait au R1 et R2, n'est-ce pas? Et là, on met ici d'abord. On met int
ZIC 0/1, n'est-ce pas, IP hat de 10.0.23.2, n'est-ce pas, 255.255.255.252. Entrée. No shut. Voilà. Tout est activé. Donc nous allons passer automatiquement aux configurations du protocole OSPF. Tout d'abord, OSPF est un protocole de routage dynamique qui permet au routeur d'apprendre automatiquement les réseaux distants et de choisir le meilleur chemin. Ce qui veut dire que ce meilleur chemin-là va permettre de faire une communication, contrairement aux routes esthétiques qui nécessitent une configuration manuelle et sont moins flexibles. Auparavant, on utilisait des routes esthétiques pour pouvoir écrire chaque route pour permettre une communication complète. Mais avec l'apparition du protocole OSPF, il est plus utilisé et aussi il est demandé à l'entreprise. N'est-ce pas? Nous allons passer à la configuration en premier au niveau du routeur R1, n'est-ce pas? D'abord, nous allons vérifier les réseaux. D'abord, je mets show IP route pour voir les différents réseaux qui sont connectés. Nous avons le 10.0.12.0. Aussi, vous avez le 192.168.10.0 et le 192.168.0.0/24, n'est-ce pas? Donc, comptez. Voilà. Avant ça, j'avais oublié de tester la communication locale d'abord. Et pour le test de la communication locale, vous verrez une grande différence. Les réseaux locaux peuvent se communiquer, mais pas les réseaux distants. Les réseaux locaux peuvent se communiquer sans problème, mais il n'y a pas encore une interconnexion, n'est-ce pas, complète. De ce fait, le VLAN 10 peut pinguer le VLAN 20. Je mets ping 192.168. Oh, attention, ping 192.168.20.10, n'est-ce pas? Attendez, ça va marcher, n'est-ce pas? Donc il y a une communication locale pour le LAN A. Je vais faire la même chose pour le LAN B aussi. Je mets ping 172.168.20.10, n'est-ce pas? C'est 172.16. Voilà. Il y a une communication. Voilà. Donc, les réseaux locaux se communiquent sans problème. Mais est-ce que le LAN B peut communiquer avec le LAN A? Impossible. Mais juste nous allons tenter une commande pour voir, n'est-ce pas? J'ai fait 192.168 et vous aurez destination host unreachable. Voilà. C'est tout à fait normal. Avec le protocole OSPF, vous aurez une communication. De ce fait, nous allons directement passer à la configuration du protocole OSPF, qui est ce fameux protocole magique. Donc la première commande, c'est quoi? C'est le routeur OSPF1, n'est-ce pas? On est entré. Et la deuxième commande qu'on va saisir, c'est le router ID. Et c'est quoi le router ID? Et pourquoi on doit mettre router ID? Là, je vais l'écrire d'abord 1.1.1.1, n'est-ce pas? Voilà, le router ID, c'est l'identité unique du routeur dans OSPF. C'est comme votre carte d'identité. Votre identité est unique, n'est-ce pas? Et l'avantage de ce router ID, ça permet de faire une dépendance plus facile. Et grâce à cette commande, vous aurez l'élection du DR et du BDR, désigné router, backup, désigné router, et une identification claire, n'est-ce pas? Donc, après cette commande, vous aurez la commande réseau qui est le network
Là, vous avez la déclaration des réseaux. En premier, nous allons déclarer le réseau de 10.0.0.12.0/30, n'est-ce pas? On met le 10.0.12.0 et le wildcard qui est le masque zérique, c'est 0/30. On met 0.0.3 area 0, n'est-ce pas? Network, cette commande active OSPF sur les interfaces appartenant à ce réseau. Et là, vous avez le réseau de 10.0.12.0. Et elle permet l'envoi de hello, la découverte des voisins et l'annonce des routes. Cette commande est très importante dans cette configuration. Et là, vous avez le wildcard masque qui est le masque zérique. C'est l'inverse du masque classique. De ce fait, puisque au niveau du SAS 30, nous avons les trois premières optiques qui étaient A1 qui est 255.255.255 et le dernier optique qui est à 252. Puisque c'est l'inverse du masque classique, le restant du dernier octet qui est 3, c'est ce bit qu'on a mis ici, raison pour laquelle vous avez ici 3 et area 0. Et dans toutes les configurations que nous allons faire dans cette vidéo, vous aurez tous area 0. Et pourquoi on a mis area 0? Parce qu'il s'agit d'un petit réseau, d'une seule zone OSPF. Area 0 est le backbone OSPF. Donc toutes les autres zones doivent communiquer avec à travers elle. On n'a pas plusieurs zones, on a seulement une seule zone, puisque c'est un petit réseau, n'est-ce pas? Et on fait du sous entrée. L'autre configuration, l'autre déclaration du réseau, c'est le 192.168.10.0, n'est-ce pas? Donc on met 192.168.10.0. Et là, le masque zérique, le wildcard masque, c'est pour les 55. Parce que le dernier octet de ce réseau-là, c'était 0. Et son inverse, c'est 1.1.1.1.1. Ce qui veut dire que vous avez 255 area 0. Entrée. Là, notre réseau c'est 192.168.20.0. Voilà, entrée. C'est bon. Donc, nous allons juste passer à la configuration du R2 qui est le fédérateur, n'est-ce pas? Là, mais enable conf t router OSPF 1 et router ID on met 2.2.2, n'est-ce pas? Mais on a oublié de voir les routes qui sont connectées. Bon, on met plus N pour voir sur IP route. Et là, vous avez deux réseaux, le 10.0.12.0, le 10.0.23.0. Donc, on met conf t, nous on rappelle les commandes, router OSPF 1, router OSPF 1, router ID 2.2.2, son identité et la déclaration des réseaux network 10.0.12.0/30 qui est le 0.0.0.3 area 0 entrée. L'autre réseau c'est 23.0. Là, ces informations qu'on voit là veut dire que OSPF commence à établir les 6 états de communication. Nous allons juste continuer nos configurations. 10.0.23/0 entrée, n'est-ce pas? C'était cette commande, c'est bon. Donc je crois que tout est bon. Nous allons passer directement au R3 sur IP pour voir les routes qui sont connectées d'abord avant de pouvoir écrire les commandes du protocole OSPF. C'est bon. Nous avons le 10.0.23, la 16.10.0 et le 16.20.0, n'est-ce pas?
conft. Là, vous avez la première commande routeur OSPF1, n'est-ce pas? Router ID 3.3.3, n'est-ce pas? Network 10.0.23.0. Je crois que c'est ça. 3.0, 0.0.0.3, area 0. Voilà. Réseau de 172.16 10.0. Entrée est 172.16.20.0. 20.0. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons fini avec cette configuration. Avant de pouvoir tester la communication complète, nous allons juste vérifier cette commande d'abord pour pouvoir l'expliquer avant de continuer. La commande est là. So IP OSPF interface brief. Tout d'abord, cette commande affiche un résumé des interfaces OSPF actives sur le routeur. Elle répond à 3 questions, à savoir sur quelle interface OSPF fonctionne, dans quelle area l'interface se trouve, et aussi quel est l'état OSPF de cette interface. Donc cette commande là est très importante à savoir. Donc vous avez ces colonnes là. Et la colonne E indique l'interface concernée, n'est-ce pas? La colonne 2 qui est le process ID, c'est le numéro du processus OSPF configuré avec. Ce qui veut dire que toutes les interfaces participent au OSPF 1. Là vous avez area 0. Comme nous l'avons tantôt expliqué, on a un petit réseau et tous on a mis area 0, ce qui veut dire que on a un seul backbone. Là vous avez l'indication des adresses avec leur masque. Là vous avez le coût. Le coût OSPF représente la métrique utilisée pour choisir le meilleur chemin. Ce qui veut dire que ici, toutes les interfaces ont un coût de 1. Il faut savoir que plus le coût est faible, le chemin est préféré. Cette colonne indique le rôle de OSPF de l'interface sur le réseau. Vous avez le DR qui est là avec le réseau de 10.0.23. L'interface qui est élue concerne le routeur R1, ce qui veut dire que R1 est le routeur désigné sur les réseaux internet. Donc R1 est le DR, n'est-ce pas? Et pour le BDR ici, Backup Designated Router, vous avez le R2 qui est le BDR. Si ce DR tombe en panne, automatiquement le BDR prend la relève. Donc ici le BDR concerne le routeur R2, n'est-ce pas? Donc cette commande là, c'est juste que OSPF ne fonctionne pas au niveau des PC, raison pour laquelle au niveau des NBRS vous avez tous 0/0. Il faut savoir que lorsque OSPF démarre, le routeur passe par plusieurs états avant de devenir complètement voisé. Et le passage de loading à full, vous voyez, loading to full, indique que l'essence des informations de routage est terminée et l'adresse OSPF est entièrement opérationnelle. Donc vous voyez que les 6 étapes de communication, vous avez l'état down, l'état init state, l'état init, l'état two-way, externe, two-way, il y a une bidirectionnelle, externe exchange, loading, to full. Les 6 étapes de communication sur IP OSPF Neighborhood. Là vous verrez le voisinage avec comme identité le process ID 1.1.1 concernant le routeur R1 qui est le DR et le R3 ici qui est le BDR. Donc c'était ça. Nous allons juste passer à la vérification.
du réseau distant. Dans cette commande, vous avez Destination Host Unreachable. Et si on remet cette commande et on met Entrée, vous verrez une communication, n'est-ce pas? Donc la communication passe complètement. Il n'y a pas de souci. Donc je vais le pinguer pour voir. Je me ping 172.6.10.10. C'est bon. Donc je vous donne rendez-vous aux autres tutos. Inch'Allah, merci beaucoup.